6 ans, c'est le temps qu'on a passé à faire les 100 pas en attendant la saison 3 de One Punch Man qui s'est finalement pointée le dimanche 12 octobre 2025. Et voilà ce qu'on nous livre. Non, ce ne sont pas des montages Photoshop faits par un fan déçu, c'est vraiment l'apparence de la série aujourd'hui. Dites-vous que c'est considéré par une immense partie de la communauté comme un désastre absolu en termes d'animation, au point d'être qualifié de pire chute qualitative de l'histoire de l'anime. Dans ces moments-là, difficile de ne pas repenser à la gifle monumentale qu'était la première saison. Prenez le premier épisode de chaque saison, mettez-les côte à côte et c'est juste le chaos immédiat. Dans cette vidéo, nous allons donc faire un breakdown ultra détaillé de ce qui s'est passé, pourquoi c'est aussi catastrophique et pourquoi ça fait autant rager. Alors déjà, il nous faut un contexte. La saison 1 sort en 2015 par le studio Madhouse. Chef-d'œuvre absolu, animation fluide, impact viscéraux, caméra dynamique, timing comique parfait. C'est encore aujourd'hui dans le top 3 des meilleures animations de tous les temps pour beaucoup de fans. La saison 2 sort en 2019 avec le studio JC Staff. Déjà une grosse déception. Changement de studio forcé par le comité de production Bandai Namco en tête. Moins de budget, planning serré, animation rigide, fight fade. Les fans ont hurlé, mais c'était juste moyen. Saison 3 2025, toujours le studio JC Staff. On espérait une rédemption après 6 ans, résultat c'est pire que la saison 2. Les 4 premiers épisodes sont écrits comme, je sais pas, des slideshows PowerPoint, des PNJ qui glissent sur l'écran, des personnages qui ne bougent pas pendant 90% du temps, juste des zooms et des dézooms sur des cases de manga. Alors, pourquoi ce downgrade au fil des ans? Eh bien, voici l'histoire derrière ce chef-d'œuvre. La saison 1 de One Punch Man, ce n'était pas juste un animé de plus. C'était le bébé d'un réalisateur qui avait lâché la bride à ses animateurs. Ce réalisateur, c'était Shingo Natsume, le même cerveau fou derrière Space Dandy. Eh oui. Et comme pour Dandy, il a fait son Ocean 11, il a réuni une Dream Team avec le gratin de l'industrie. On parle de gens en fait qui ont bossé sur Akira, Full Metal Alchemist, Dragon Ball Z, Evangelion et même des vétérans de chez Ghibli. Imaginez un seul instant monter un groupe de musique avec les Beatles, Daft Punk et Mozart. Sur environ 169 animateurs clés, plus de 120 n'étaient même pas du studio Madhouse. C'était des mercenaires de luxe, des stars du studio Trigger, des légendes du studio Bones, tous sur un seul projet. Pourquoi? Par respect pour Natsume, mais surtout parce qu'il kiffait en fait le projet. Voilà ce qui rend la saison 1 si spéciale. Ce n'était pas du boulot, c'était une collaboration passionnée. Le problème, c'est que ce genre de super groupe ne dure jamais. Ça fait presque 10 ans que ce premier épisode a tout cassé et ces animateurs se sont logiquement éparpillés. Natsume est parti réaliser les excellents Boogie Pop et Sonny Boy et des animateurs comme Oga et Kagai l'ont suivi. Les autres sont devenus les nouveaux boss de l'industrie. Nakayama est devenu le réalisateur de Chainsaw Man. D'ailleurs, abonnez-vous car on va bientôt parler de cette petite masterclass. Kamida a façonné le style unique de Mob Psycho et le dieu vivant Yuta Nakamura continue de nous décrocher la mâchoire sur My Hero Academia ou alors sur Frieren. Autrement dit, c'est un peu comme les Avengers. Le casting original qui composait la saison 1 de One Punch Man est parti et chacun cartonne dans son propre film. La série se retrouve désormais dans une position un petit peu bizarre. La passion qui la définissait est maintenant diluée dans une douzaine d'autres animés. C'est génial de voir ces autres artistes enfin reconnus. Les noms de Natsume ou Kagai circulent maintenant partout, mais ça confirme une chose. One Punch Man ne sera plus jamais le même. Ceci dit, je veux quand même analyser pourquoi les nouveaux talents chez JC Staff, car oui, il y en a du talent là-bas, calmez-vous, n'arrivent pas à nous mettre la même claque. On va décortiquer ensemble ce qui cloche vraiment dans ces scènes avec un œil un petit peu technique. Commençons d'abord par les moments qui ont brisé Internet. Le trailer versus l'épisode réel. Les bandes d'annonces montraient des scènes fluides qui sont devenues des images fixes dans l'épisode final. Épisode 1, 100% de dialogue, zéro mouvement. En fait, les fans ont cru à une grosse blague. Épisode 3, le combat Garou versus Royal Reaper et Bug God. Royal Reaper est carrément animé avec un corps de femme. Oh my god! Pendant tout le fight, puis redevient un homme à la fin. C'est-à-dire, c'est une erreur monumentale qui n'a jamais été corrigée. C'est juste qualifié de nouvelle base historique et de pire erreur d'animation des années 2020. Croyez-moi, en tant que fan de la série, j'ai grincé des dents à la vue de ces massacres. Mais en parlant de massacres, nous allons d'abord décortiquer, comme je l'ai dit, certaines scènes problématiques. Pour piger pourquoi c'est si moche, il faut remonter la chaîne de production. Tout commence avec le storyboarder. C'est l'architecte de la scène, celui qui dessine le plan. Si t'as à ce poste quelqu'un de vraiment doué, alors ça facilitera les choses. Ensuite, le plan va au key animator, l'animateur clé.
Lui, c'est l'artisan expert, le chef chantier. C'est un vétéran qui prend normalement le plan de l'architecte et le sublime. Et il dessine les moments clés du mouvement, les poses les plus importantes. Et là, ça se corse. Le dossier passe à l'in-betweener, l'intervalliste si on veut. Son boulot, dessiner toutes les images entre les poses clés pour que ça bouge. Sauf que si on ne lui livre pas assez d'images clés pour une scène, la catastrophe risque d'arriver. Si pour une fluidité de mouvement, il faut par exemple 4 images clés et qu'il en a reçu 2, alors ça sera juste un désastre. Sauf que ça ne pourra pas être de sa faute. L'intervalliste, c'est souvent le junior, le stagiaire de l'équipe. On lui file en fait une tâche ingrate, garder le dessin cohérent et le mouvement fluide. C'est comme si on vous demandait de recopier un dessin 10 fois en changeant la pose un tout petit peu à chaque fois. Et ça sans trembler. En fait, c'est flippant. Enfin, ces dessins partent à l'équipe de nettoyage et de couleur. Eux, c'est l'équipe vraiment de finition, les peintres et les décorateurs. Leur job n'est pas de redresser un mur de travers, pas du tout. C'est juste de le peindre le mieux possible dans le temps imparti. Et voilà donc le produit final qu'on se mange. Le drame, c'est que la scène aurait dû être belle. Les fondations, donc le storyboard, étaient en béton. La composition était là. Mais quand vous donnez ces super plans à une équipe d'intervallistes fatigués ou trop juniors et que les vétérans n'ont pas le temps de repasser derrière pour corriger, ça crée un crash dans la chaîne de production. C'est ça en fait le souci. Revenons enfin à cette fameuse scène de Garou qui glisse. J'ai vu les gens la défendre en disant bah non, c'était normal. C'est comme ça qu'on anime un mec qui glisse au loin. Sauf que non, pas du tout. C'est même embarrassant de dire ça comme ça. Parce qu'on a eu une scène exacte dans la saison 1 et elle était juste magnifique. Voilà. La vérité, c'est qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas le temps. Puisqu'il existait déjà une animation pour cette scène, ils ont fait ce qu'on appelle du twinning, une interpolation numérique. Pour faire simple, c'est une technique de feignant. Au lieu de dessiner le mouvement, vous prenez l'image de Garou, vous la mettez en haut, vous mettez un point en bas et vous demandez à l'ordinateur de faire glisser l'image. Voilà, c'est l'équivalent d'une animation PowerPoint de bas de gamme. Et tout comme mon exemple précédent sur les stagiaires, vous pouvez être sûr d'une chose. Vu la râlerie générale des fans, cette scène sera très certainement corrigée et redessinée pour la sortie Blu-ray. Maintenant, il y a un dernier coupable dont on n'a pas encore parlé, le compositing, donc la composition numérique. En gros, c'est la toute dernière étape, celle où on ajoute les filtres, les effets de lumière et où on mélange en fait tous les calques. Et dans la saison 2, c'était en fait un carnage. Le titre aurait dû s'appeler L'abus d'aérographe, le film. Les contrastes étaient écrasés. Tout était soit trop noir, soit trop blanc. Et il y avait des lueurs étranges d'un petit peu de partout. Résultat, des séquences d'animation superbes se retrouvaient noyées sous 3 tonnes de filtres moches. C'était comme mettre 10 filtres Instagram sur un tableau de maître. Pourquoi faire? Mais, parce qu'il y a un mais, la saison 3 corrige massivement ce problème. Enfin. Les couleurs peuvent respirer, les ombres sont plus naturelles, fini ce brouillard numérique dégoûtant de la saison 2, on a un contraste plus net, on peut enfin revoir le line art. Ça ressemble enfin un petit peu à la saison 1. Alors, récapitulons, si ce n'est pas le compositing, vu qu'il est mieux, et si ce n'est pas le talent, alors c'est quoi le problème? Car non, ce n'est pas le talent, ce n'est pas comme si les nouveaux animateurs manquaient en fait de passion, non. Il s'agit du temps, encore et toujours le temps. Parce que quand vous enlevez le temps, vous enlevez la passion. Et sans passion, vous enlevez tout ce qui faisait la grandeur de One Punch Man. Ça, bien sûr, et l'argent derrière pour huiler la machine. JC Staff n'a jamais géré autant de gros titres en même temps. Voici en fait le planning exact et surchargé qui a tué One Punch Man saison 3. En premier, évidemment, nous avons One Punch Man, la saison 3. Avec son réel début de pré-production le 15 mars 2025. Ensuite, Dan Dadan, 13 épisodes à fournir sur Netflix. Pendant la même période, avec une même équipe d'animateurs clés. Parce que 80% des animateurs de One Punch Man ont bossé sur Dan Dadan. Ensuite, iCard saison 2 de janvier 2025 à octobre 2025. Ensuite, de Idol Master Shiny Color, 12 épisodes plus 3 cinéma, qui a juste bouffé tous les in-betweeners. Résultat, la saison 3 de One Punch Man a dû sous-traiter à 13 studios. Un studio coréen low cost connu pour ses plans fixes. Et enfin, 5e projet, Kusuriya no Hitorigoto saison 2. Le projet est censé être livré en janvier 2026 et donc la pré-production a débuté dès juin 2025. Et dites-vous que tous les directeurs d'animation corrects ont été réservés pour ça dès cet été. Du coup, sur les 48 animateurs crédités sur l'épisode 3 de One Punch Man saison 3, seulement 6 sont japonais seniors. Les 42 autres, il y en a 28 qui sont coréens, qui viennent de Trace Studio, payés à 250 yens la coupe, 14 vietnamiens du studio Maru, 180 yens la coupe, et donc c'est pour ça que Garou glisse littéralement en PNG. Personne n'a eu le temps de faire les 24 images par seconde.
Et comme je l'ai dit, en plus du temps, il a manqué de budget. Dites-vous que la saison 1 qui est sortie de chez Madhouse a coûté 280 millions de production. Le budget de la saison 2 de JC Staff s'élevait à 185 millions de yens. Et pour le budget de la saison 3, nous sommes à 178 millions de yens. Et cela a été confirmé par un leak le 3 novembre 2025, posté par un employé de Bandai Namco qui a d'ailleurs été viré 24 heures après. Dites-vous qu'en août 2024, JC Staff a demandé 120 millions de yens en plus pour justement rappeler Shikashi Kubota, le caractère design de la saison 1, passé de 7 mois de production à 14 mois et engagé 15 animateurs supplémentaires. Et la réponse officielle de Bandai Namco ne s'est pas fait attendre. Ils ont dit « Nous avons déjà sécurisé 2,4 milliards de yens de prix-vente, Blu-ray et merchandising. Tout yen supplémentaire réduit la marge, donc c'est refusé. » Le producteur de BNP, Nobuhiro Takenaka, a même dit en privé, et cela a été capturé par un animateur sur Discord, que si les otaku veulent du Madhouse, qu'ils aillent regarder les anciens épisodes sur Netflix. Waouh! Si c'est comme ça qu'ils s'adressent à leurs consommateurs, alors les choses n'iront qu'en s'empirant. Voici le calendrier réel reconstitué à partir des crédits, des posts Sakuga et des fuites. Août 2022, annonce officielle, saison 3 en production. Sauf que c'est une grosse fake news. À ce moment-là, il n'y a que le trailer de 30 secondes fait par un studio externe, Cloverworks. De janvier 2024 à février 2025, zéro mouvement. Toute l'équipe est sur Dandadan saison 1. 15 mars 2025, premier meeting vrai de production. À ce moment-là, il reste 210 jours avant le 12 octobre. 12 mai 2025, storyboard épisode 1 validé, 5 mois avant diffusion, alors que la norme c'est 12 à 14 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point les choses ont été rushées. 28 juin 2025, décision de couper 38 plans clés du combat Garou vs Royal Reaper pour gagner 9 jours. 38 plans pour 9 jours. Waouh! C'est là que Royal Reaper en fait devient une femme. Ils ont recyclé le modèle 3D d'un perso féminin d'un autre projet pour gagner du temps. Je pense que pour la scène où Garou glisse, ils auront aussi pu recycler le projet de cette animation à la saison 1. 18 septembre, les choses s'empirent. Épisode 1 enfin terminé, mais sans correction couleur. Ils l'ont envoyé tel quel à Crunchyroll. Les fichiers master ont été uploadés à 4 h du matin le jour de la diffusion. Waouh! C'est une dinguerie. 3 novembre 2025, Shinpei Nagai, réalisateur, poste sur son compte privé, supprimé depuis « J'ai pleuré en voyant l'épisode 3. On m'a forcé à valider 42 plans qui n'avaient que 3 images chacune. » D'ailleurs, il y a un tableau qui circule sur le Twitter japonais depuis pas mal de temps maintenant. Je vais vous l'afficher à l'écran. Ce tableau a été retweeté 180 000 fois en 24 heures avec le hashtag OnePPTman. En gros, One PowerPoint Man. Pour résumer, JC Staff n'a pas choisi de faire de la merde. Ils ont été mis dans un mixeur industriel par Bandai Namco qui voulait sortir la saison avant la fin de l'année fiscale 2025 pour toucher les bonus actionnaires. Un grand bravo à eux, vraiment, un grand bravo. Résultat, on a eu le Royal Reaper en version hentai recyclée et Garou qui descend une colline en 4 images. Et on se demande bien quelles atrocités ils vont encore nous servir pour la suite. C'est triste, mais ce sera imparable. Ah, c'est assez ironique. Plus la série est devenue un monstre de popularité, moins on lui a donné le temps pour respirer. Et sans dit long en fait sur l'état de l'industrie de l'anime en général. Honnêtement, c'est peut-être exactement ce qui est en train de se passer avec l'adaptation de Steel Ball Run de JoJo. Tous les signaux d'alarme sont là. Des attentes démesurées, un calendrier de production qui s'annonce impossible et la pression d'adapter l'un des mangas les plus complexes visuellement de l'histoire. Quand on voit cette passion s'évaporer d'une série comme One Punch Man, ça nous rappelle une seule chose. Quelle que soit l'icône de la série, aucune équipe ne peut échapper au burn-out. En fin de compte, la saison 3 de One Punch Man n'atteindra peut-être jamais les sommets de la première saison. Mais ce n'est pas comme si JC Staff s'en fichait. Contrairement à certains studios actuels, ils se soucient encore assez de retoucher certaines des scènes les plus difficiles pour les sorties Blu-ray. Cela bien sûr n'efface pas les erreurs et même si l'anime ne s'en remet jamais complètement et nous les fans aussi, nous aurons toujours le manga. L'art de Murata reste l'un des meilleurs que vous ne verrez jamais car c'est aussi une adaptation. Chaque page vous rappelle ce que l'histoire peut être lorsque le talent a le temps de respirer. Donc, si les animations vous déçoivent, vous pouvez toujours soutenir le manga officiel et au passage, soutenir la chaîne en likant la vidéo, en donnant votre avis en commentaire, mais surtout en cliquant sur le petit bouton boost pour vraiment augmenter le référencement. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin, c'était Kia et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.